Salut les amigos, salut les amigas. C'est Seb, Seb c'est bien. Seb c'est ton copain. Donc là j'ai essayé de regarder une vidéo de... On a à peu près tout essayé sauf Marie Le Pen, pense beaucoup de Français, Jérôme Jaffray sur Europe 1. Ça date d'il y a un jour. Donc ça doit être hier matin, de 7h à 9h lundi au vendredi, donc c'est hier matin. Voilà, c'est parti donc. On va baisser un peu le son. On va tenter de sentir le pays. Politologue, chercheur associé au CEVIPOF. Le pays, et puis elle est à l'international aussi. Bienvenue ce matin sur Europe 1. Bonjour, Jérôme Jaffray. Bonjour. Le président français, pardonnez-moi, est arrivé aux États-Unis pour une visite d'État. Il y a une intense activité internationale de la part d'Emmanuel Macron qui fait dire à ses opposants que cet activisme sur la scène étrangère vient masquer une forme d'impuissance politique sur le plan national. Quelle analyse en faites-vous ? C'est un reproche classique fait au président de la République. Quand Mitterrand était au pouvoir dans les années 80, l'opposition était déchaînée et Mitterrand, Poniatowski, qui était le ministre de l'Intérieur de Giscard avant, l'avait baptisé la Madone des aéroports. C'est dire que la critique est classique. Il est évident que pour le président, jouer le rôle international, je dirais, c'est l'élément agréable, positif de son mandat, surtout quand on rencontre tellement de difficultés à l'intérieur. Il représente la France dans ce genre de voyage et du coup forcément on souhaite sa réussite, même si on est son opposant dans le pays, parmi les électeurs tout au moins. Il y a ça. Maintenant, les difficultés sont telles à l'international que ce que les Français attendent aussi, ce sont des résultats. Mais justement, avec la guerre en Ukraine, c'est un peu les Américains qui la font. Au bilan international d'un chef d'État, on aimerait bien être tranquille un peu sans les Américains un peu. Le bilan sur le plan national. L'international compte beaucoup. D'abord, il fabrique la stature d'un président. Évidemment, parlons du général de Gaulle, mais parlons Mitterrand précisément. Les pacifistes sont à l'ouest et les fusées sont à l'est. Ce sont des phrases qui marquent et qui sculptent la stature présidentielle. Donc, il y a quelque chose. Chirac et la guerre en Irak, bien entendu. Donc vous avez une situation fondamentale de la dimension du président de la Ve République, parce qu'il est chef de la diplomatie, chef des armées d'une certaine façon, mais à la condition d'avoir des résultats. Parce qu'aujourd'hui, vous avez tellement de problèmes à l'international, l'énergie, l'immigration, la souveraineté industrielle, les relations avec l'Allemagne, que s'il n'y a pas de résultats derrière, là, pour le coup, pour le président, ce sera quelque chose de négatif. Jacques Chirac et donc la guerre, ou la non-guerre en tous les cas pour la France en Irak, mais pour Emmanuel Macron, alors quelle empreinte, quelle marque, quel bilan ? Emmanuel Macron, il va pas dire qu'on fait pas la guerre en Ukraine, ça fait sûr, lui, il est pour la guerre en Ukraine. Son élément clé, c'est sa dimension, mais les difficultés que nous avons récemment avec l'Italie sur le problème migratoire, avec l'Allemagne sur les problèmes industriels, économiques que nous avons, ça n'avance pas autant qu'il le faudrait. Reste qu'il y a la dimension ukrainienne, le rôle que veut jouer Emmanuel Macron. Si nous arrivons à sortir de cette guerre, le fait de renouer avec la Russie, que l'Europe puisse renouer avec la Russie, c'est le rôle historique qu'Emmanuel Macron cherche à jouer. Maintenant, le temps coule aussi sur le plan national. Jérôme Jaffray, justement, Emmanuel Macron affiche quand même sa volonté de mener la réforme des retraites, de répondre aussi à l'ambition écologique, mais très concrètement, dans un tel contexte inflationniste qui est inflammable, de quelle marge de manœuvre dispose-t-il ? C'est extrêmement difficile, car au fond, le président est devenu le président de la gestion des crises. Et les crises en permanence devant lui. Sur ce plan-là, je dirais qu'Emmanuel Macron, c'est un super président, qu'on n'a rien à dire. Il fait du super travail, il n'y a pas de plus en plus de pauvres en France, il n'y a pas l'écart qui se creuse entre les riches et les pauvres, un point, on n'a pas idée comment. C'est un super président, on n'a pas ça. On ne mérite pas notre président. C'est évidemment quelque chose d'extrêmement difficile à gérer parce que les Français y sont profondément opposés. Ils le vivent très largement
largement comme une brutalisation de leur vie, en particulier pour tous les gens qui attendent avec impatience la retraite, tous les gens qui ont une mauvaise relation avec le travail ou bien des travaux pénibles et des travaux difficiles. Donc c'est évident que ce sera difficile. C'est pas juste les plaignants, les gens. Le président, c'est à la fois le seul qui puisse passer, c'est le financement des retraites. Toute autre discussion sur à quoi sert cet allongement est inacceptable. On a entendu des choses comme il faut financer la transition écologique, etc. C'est inacceptable comme type de propos. C'est inaudible complètement pour vous? Voilà, ça, il faut l'abandonner. Est-ce que c'est nécessaire pour financer les retraites? Ça, c'est un point. Et par ailleurs, vous aurez évidemment des oppositions très fortes. Les syndicats s'y opposeront. Il y aura défilés, manifestations, mais on sera plutôt... c'est une évidence pour vous, Jérôme Jaffray. C'est-à-dire que le chantier de la réforme des retraites, son corollaire dans notre pays, c'est tout un train de blocage des prestations sociales. On annonce pour le mois de janvier la proposition, l'extrême difficulté de pouvoir se déplacer en France. C'est clair. Mais c'est l'affrontement classique, je dirais. La seule chose que craint véritablement le pouvoir, c'est la résurgence d'un mouvement type Gilets jaunes. Mais qui viendrait si vous êtes dans le mouvement syndical... Oui, les carburants, la voiture, plutôt... Voilà, alors là, et du coup, vous abordez le problème de la transition écologique. Le problème Ce qui m'a frappé, c'est dans un article du Monde publié, je crois, hier, Elisabeth Borne précise qu'il ne faut pas exiger des sacrifices des Français. Phrase stupéfiante par rapport à la notion de transition écologique. Et c'est la relation à la voiture. Il y a deux choses sur lesquelles les Français ne plaisantent pas, toutes les études d'opinion nous le disent, c'est l'âge de la retraite, donc on va et l'automobile. Il ne faut pas gêner les Français sur ce sujet parce que c'est tout simplement leur mode de vie. Si vous rendez le mode de vie des Français impossible, vous avez le mouvement type Gilets jaunes, c'est la seule chose que craint véritablement le pouvoir. Il ne craint pas des centaines de milliers de personnes qui manifestent contre la réforme à 65 ans, ça c'est du classique. Du classique, en tous les cas au sein du gouvernement, c'est peut-être classique, Jérôme Jaffray, les oppositions, en tous les cas la petite musique dissonante entre différents ministres. Il y a Gérald Darmanin, Bruno Le Maire qui fait entendre de plus en plus sa propre partition. Les ministres se contredisent, s'opposent ici même à ce micro. De quoi tout cela est-il selon vous le révélateur? C'est le révélateur de l'après-macronisme qui est engagé. Mais il est engagé depuis le 24 avril au soir, l'après-macronisme. D'abord parce que ce deuxième mandat du président, c'est toujours beaucoup plus difficile qu'un premier mandat, et ce président ne peut pas se représenter. Il ne redeviendra rééligible qu'au lendemain de l'élection de son successeur. Donc tout le monde est entré dans des calculs. Tout le monde est entré dans des positionnements. Positionnements soit pour espérer aller à Matignon, qui peut être une marche vers l'Élysée puisque le président ne peut pas se représenter, soit développer son propre musique. Alors il y a Édouard Philippe, Bruno Le Maire, dont effectivement on a été un peu surpris de voir Bruno Le Maire alors que l'affaire McKinsey éclate, dire on a eu des recours au cabinet de conseil et on corrige ça. Je dois dire qu'effectivement c'est un propos. Bon, de même, la demande de Bruno Le Maire d'aller vers le dividende salarié, c'est-à-dire le partage de la valeur, qui peut être une très grande réforme, qui je crois est quelque chose qui effectivement peut correspondre à une demande de meilleure répartition de la plus-value en France, que ce soit Bruno Le Maire qui porte ça et non pas Emmanuel Macron, m'a un peu surpris aussi. Vous parlez justement de l'affaire dite McKinsey. Il y a les affaires, les soupçons et ça vole en escadrille, comme dirait pour le reprendre Jacques Chirac. Il y a aussi des soupçons autour du secrétaire général de l'Élysée. C'est un homme quand même puissant aux côtés d'Emmanuel Macron, Alexis Collère, et ses liens éventuels avec l'armateur MSC. Est-ce que ce sont autant, Jérôme Jaffray, d'épines dans le pied du locataire de l'Élysée? C'est un climat et forcément, je ne connais pas le fond des affaires en la matière et je me garderai de porter un jugement, mais tout ça crée un climat dans lequel la notion de conflit d'intérêts peut être portée au cœur du pouvoir et du coup donner prise, je dirais, aux critiques des oppositions les plus radicales, c'est-à-dire qu'il y a des liens entre activités privées et passage aux activités publiques qui créent une zone grise, une zone de confusion dans laquelle évidemment toutes ces éminentes personnalités, quand elles n'exercent pas des fonctions politiques, exercent des fonctions dans le privé à de très haut niveau, ce qui peut prêter le flanc à ce type de critique et du coup donne une coloration, je dirais, au pouvoir en place, président des riches, président au service des riches, confusion des rôles, bref, on voit bien que cette musique-là existe. Zone grise, dites-vous, et puis contexte social inflammable. À qui peut provoquer une telle situation? Marine Le Pen ou bien Jérôme Jaffray à l'inverse, les mesures prises par le gouvernement pour protéger les plus fragiles
fragiles sont mises au crédit aujourd'hui d'Emmanuel Macron? Alors, l'extrême difficulté des mesures que l'on prend au service des plus fragiles, c'est que d'une part, elles sont évidentes, toujours minimales et jamais suffisantes, et très vite oubliées parce qu'on passe à autre chose. Bon, maintenant, dans le bilan d'Emmanuel Macron, ce qui a été fait, le quoi qu'il en coûte pendant le Covid, a été une chose absolument fondamentale qui a permis au pays de continuer à vivre et de pouvoir se relancer après la crise. Mais vous avez raison, Marine Le Pen, elle est quand même dans la position en la matière de bénéficier, je dirais, à la fois des critiques qui sont faites au pouvoir, parce que maintenant, on a à peu près tout essayé, sauf Marine Le Pen, pensent beaucoup de Français. Il y a cette dimension-là. Et puis, la demande d'autorité également, qu'elle incarne, plus ou moins, font qu'elle est plutôt bénéficiaire politiquement pour le moment, mais d'une certaine façon, que Marine Le Pen soit installée presque dans la position de favorite pour la présidentielle de 2027. D'abord, nous sommes à 4 ans et demi de cette échéance, et ensuite, vous savez, c'est très dur de tenir si longtemps la position de favorite et du coup de recevoir toutes les flèches régulièrement. Alors Marine Le Pen est contente parce que c'est la première fois qu'un Le Pen est position de favori en vue de la prochaine échéance électorale, mais c'est une position extrêmement difficile à tenir. Le chemin est encore long. Il y a aussi, Jérôme Jaffray, la manière dont on nous parle. Il faut voir comment on nous parle, comme chantait Souchon. Je voudrais vous faire écouter un extrait et avoir votre avis hier du point de presse après le Conseil des ministres. Olivier Véran, écoutons-le. Il existe des gestes simples pour réduire tout risque de surtension et tout risque de coupure. Par exemple, il pourra nous être demandé, dans les horaires qui sont les plus demandeurs d'électricité, c'est-à-dire en général le matin et puis le soir vers 19h, d'éviter de faire tourner le lave-linge ou de décaler un peu l'allumage de la plaque de cuisson. Vous verrez, c'est des mesures extrêmement simples qui sont en réalité assez peu contraignantes et qui ont un impact massif pour éviter qu'on se retrouve dans des situations même temporaires qui sont plus délicates. Est-ce qu'on nous parle comme des enfants? Ça ne vole pas très haut, franchement. Ce qui est stupéfiant un peu les Français, c'est un sentiment d'extraordinaire incompréhension. C'est l'état du pays. C'est-à-dire au fond, le fait qu'on soit là dans la 6e puissance mondiale, normalement, un pays qui, grâce au nucléaire, avait son indépendance énergétique et sa puissance, un prix de l'électricité qui monte alors que nous avons les moyens de production en France, incompréhension totale des Français sur tous ces sujets. Comment ça se fait? Et risque pour l'Europe, puisqu'on dit que c'est l'Europe qui bloque la réforme du prix de l'électricité que la France réclame et que c'est impossible parce que les Allemands sont attachés au fait qu'ils soient collés au prix du gaz. Ça, c'est incompréhensible. Donc, la politique énergétique de la France, qui a été menée depuis une quinzaine d'années, est évidemment un échec et du coup rejaillit sur tous les détenteurs du pouvoir depuis 15 ans. Y compris les Républicains? Parce qu'il se cherche un chef en ce moment, Jérôme Jaffray. La bataille tourne autour d'un duel, Éric Ciotti et Bruno Retailleau. Puisqu'on est en période de Coupe du Monde, est-ce que je peux vous demander un pronostic sur ce duel? Écoutez, la prudence est de mise. Je rappelle que ce soit les adhérents qui votent, qu'il y en a 90 000 en tout, qu'il y aura donc 50 à 60 000 vrais participants. Je n'en suis pas, je vous le dis tout net. Et donc à ce moment-là, je me garderai bien de porter un jugement trop précis. Ce qu'il faut bien comprendre, d'abord, c'est un enjeu finalement très important. Alors qu'on se dit, mais que cette élection, tout le monde s'en moque, ça n'a pas d'importance. Non, s'il y a un vrai président des Républicains qui définit la politique de ce parti qui aujourd'hui n'en a pas, qui lui donne une ligne politique, qui a une autorité sur les députés par exemple, qui aujourd'hui sont des individualités, non plus un groupe collectif qui fonctionne collectivement, alors que c'est lui qui peut permettre l'adoption ou le rejet des textes du gouvernement, c'est-à-dire une extraordinaire puissance. Et dernier élément que j'ajouterais, alors vous me demandez un pronostic, j'en fais un dans le sens inverse. Si Éric Ciotti était battu, d'abord ce serait une surprise, car il y apparaît comme le favori, et en plus du coup, comme il a fixé désignation du candidat à la présidentielle extrêmement rapidement, et Laurent Wauquiez mis sur orbite pour la présidentielle, un échec d'Éric Ciotti changerait complètement la donne présidentielle pour les Républicains. Or, la donne présidentielle pour les Républicains, elle entre aussi dans l'après-macronisme. C'est-à-dire qui sera en position dans l'après-macronisme entre les différentes figures de la droite et du centre, et donc c'est un enjeu très important. L'enjeu pour moi, c'est aussi la ligne coincée entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Quelle peut être l'offre des Républicains quand on sait leurs électeurs tiraillés entre la majorité et le RN? Est-ce que finalement un parti de droite LR indépendant est indispensable aujourd'hui en France?
Alors, d'abord, les LR le pensent certainement. Et puis, la vérité, c'est qu'on ne sait pas ce que deviendra le macronisme après Emmanuel Macron. Et il peut disparaître complètement. Le macronisme, c'est le dépassement du clivage gauche-droite, la création d'un bloc central, le mélange de thèmes de gauche, de centre-gauche et de centre-droit. Ça peut disparaître complètement. À ce moment-là, beaucoup d'électeurs, si vous voulez, ne craignent qu'une seule chose, à part le ciel, que le ciel leur tombe sur la tête, c'est un duel Le Pen-Mélenchon au second tour de la présidentielle de 2027, qui les obligerait à choisir entre deux candidats dont la majorité du pays ne veut pas l'élection, à la vérité. Et à ce moment-là, vous avez la recherche de la solution. Qui peut donner l'offre politique qui permette de sortir de ce duel? Du coup, l'autonomie des Républicains est une composante essentielle du maintien d'une offre politique indépendante. Nous avons balayé une grande partie déjà de ce système politique. Allez, ouvre-toi ces œuvres. Merci Jérôme Jaffray. Merci. Bonne journée à vous. Merci Jérôme Jaffray. Ah, Jérôme Jaffray, c'est fini. Bon, bah écoutez, les amigos, les amigas, il y a encore une émission. Ah, c'est qui lui? Jean-Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes avocat au barreau de Paris, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Beaucoup de sujets à passer en revue avec vous. Commençons avec le sujet de notre vendredi thématique sur Europe 1, le défi migratoire. Le Figaro révélait hier que sur les 44 mineurs arrivés à Toulon à bord de l'Ocean Viking, 26 se sont évaporés dans la nature. Ils ont faussé compagnie à leurs encadrants qui de toute façon n'avaient aucun pouvoir de les retenir. Explique la préfecture. Cette affaire est quand même surprenante pour un novice en matière de droit des étrangers, Thibault de Montbrial. Cette affaire illustre jusqu'à la caricature les mots français et européens, parce que c'est très difficile de dissocier les deux en matière d'immigration. Vous avez d'abord un bateau qui n'est pas du tout un navire en détresse, contrairement à ce que beaucoup ont dit, mais qui est un navire affrété par des associations immigrationnistes financées beaucoup par l'extrême gauche et accessoirement par la mairie de Paris et un certain nombre d'autres villes françaises. Vous parlez de l'Ocean Viking, qui va avec d'autres bateaux chercher les migrants à la source, si j'ose dire, c'est-à-dire à la limite et parfois même dans les eaux territoriales libyennes. C'est-à-dire que les passeurs et ces associations sont objectivement dans une collusion, dans une complicité, pourrait-on dire en droit pénal, et que le rôle de ces associations n'est pas de secourir les migrants, c'est de les faire entrer en Europe, parce que sinon ils iraient vers les portions les plus proches, et les portions les plus proches, ce sont les ports sûrs tunisiens. Je fais une parenthèse, j'ai lu que la Tunisie ne serait pas un port sûr pour des raisons médicales. La Tunisie accueille chaque jour des milliers de touristes occidentaux qui ont beaucoup d'argent, qui débarquent de gros paquebots pour aller visiter les villes. Que je ne sache, ce n'est pas un signal que ce ne sont pas des ports sûrs. Je referme la parenthèse. Donc tout ça pour dire que le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, la loi et la réglementation, à la fois européenne et nationale, fait que les migrants ont parfaitement compris que tu entres en Europe, tu restes en Europe. On peut parler à la marge des expulsions, etc. Il y en a très peu, on en a déjà beaucoup parlé sur cette campagne ailleurs. En réalité, les gens qui rentrent en Europe aujourd'hui, ils restent. Et donc, deuxième niveau, le logiciel total de penser à la fois à Paris, mais dans toutes les capitales européennes et jusqu'à Bruxelles. Le logiciel de pensée. Donc pour vous, le problème, il est idéologique aujourd'hui. Il est totalement idéologique. Aujourd'hui, c'est pas tant un problème de droit s'adapter un certain nombre de gens pensent. Et les peuples européens sont aujourd'hui agacés de voir les conséquences d'un flux migratoire qui n'est pas maîtrisé. Il y a des conséquences sociales, il y a des conséquences culturelles sur lesquelles il faut insister car elles sont considérables et ont déjà commencé à avoir des effets et continueront à avoir des effets à long terme, et des conséquences sécuritaires. Aujourd'hui, la seule politique raisonnable, c'est très difficile à entendre et les gens qui disent ce que je vais dire sont souvent critiqués, mais la seule politique viable, c'est de faire ce que font les Australiens, c'est-à-dire une politique qu'on appelle de pushback, c'est-à-dire que les navires européens sous l'égide de Frontex seraient organisés pour intercepter et évidemment donner de l'eau, de la nourriture, mais raccompagner au port de départ pushback, ça veut dire repousser les migrants, et ne seraient accueillis en Europe que les gens qui iraient déposer dans un certain nombre de hotspots, de points précis, qui seraient organisés en accord avec certains pays, des demandes qui seraient faites hors d'Europe, qui seraient instruites en Europe, et ensuite on ne laisserait entrer en Europe que les gens qui seraient accueillis. Parce qu'aujourd'hui, les gens déposent leur demande d'asile, on les lâche dans la nature,
voiture avec une carte bleue payée par l'État, abondée par l'État qui leur permet de faire des achats. Ils peuvent être récupérés par des trafiquants, d'autres peuvent se livrer à des infractions pénales, etc. Beaucoup ne viennent pas pour le mode de vie européen, mais pour échapper à la misère, et donc vont continuer à vivre selon leur propre culture, qui est souvent contraire à la nôtre sur un certain nombre de points, ce qui crée des tensions, etc., etc. Il faut repenser tout ça, parce que sinon, nous allons avoir de plus en plus de drames, et tout ça risque de mal se terminer. Il y a des pays qui l'ont compris. Le Danemark l'a compris. Le Danemark a mis en place une politique tellement ferme que les populistes ont été complètement vidés de leur substance, et qu'aujourd'hui, ce sont les pays les partis dits de gouvernement qui mettent en place, à la demande du peuple, c'est ça qui est important, à la demande du peuple, des mesures fermes. Mais comment vous expliquez, Thibault de Montbrial, en France, quand au gré des sondages, on voit que 60 à 70% des Français sont plutôt favorables à l'idée de davantage de sévérité dans la politique migratoire? Je pense qu'il y a une déconnexion totale entre quelques élites françaises et la réalité du terrain, mais surtout, ce sujet n'est pas traité avec toute la gravité qui devrait, quand vous entendez le président de la République, Emmanuel Macron, dire, pour justifier l'accueil des nationaux vikings, exactement l'inverse, Dimitri Pavlenko. L'inverse notamment de ce qu'il disait en 2018 pour refuser l'Aquarius sur les côtes méditerranéennes. C'est consternant. Pourtant, la situation à l'époque était moins grave. Elle était déjà grave, elle était moins grave de ce qu'elle est aujourd'hui sur notre territoire. Donc c'est un problème idéologique. Le peuple ne veut plus de ça. Autre sujet, Thibault de Montbrial, et ce sujet, je sais qu'il vous intéresse beaucoup ce matin dans les colonnes du journal Le Monde. La procureure de Paris, Laure Bécuot, livre un entretien particulièrement inquiétant. Je cite deux phrases qu'elle dit, qu'elle prononce. Elle dit: l'infiltration de nos sociétés par les réseaux criminels dépasse toutes les fictions. Le niveau de la menace que fait peser la criminalité est tel que l'on détecte des risques de déstabilisation de notre état de droit, de notre modèle économique, mais aussi de nos entreprises. C'est terrifiant de lire cette phrase. Je rappelle, c'est la procureure de Paris qui s'exprime. C'est une interview absolument capitale. Elle est courageuse. Elle dit des choses que les spécialistes commencent à identifier en France. Elle fait référence à la situation catastrophique que nos concitoyens ne mesurent pas, qui est celle des Pays-Bas et de la Belgique. Elle en parle. J'ai pris connaissance il y a quelques semaines du fait qu'il y a actuellement aux Pays-Bas un gros procès de narcotrafiquants, et que l'un des témoins principaux avait été tué, que son avocat a été tué, et que les narcotrafiquants en lien avec ce groupe avaient fomenté l'enlèvement du ministre de la Justice belge, qui a été exfiltré avec sa femme et ses enfants dans l'heure où les services de renseignement